Bonjour, ravi de vous retrouver. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui était pas vraiment en sommeil, mais qui n'était pas un sujet véritablement spectaculaire. Il le devient avec une situation internationale particulièrement préoccupante. Je n'ai pas besoin de vous expliquer que toutes les questions de défense et de sécurité qui jusqu'ici étaient lointaines deviennent prégnantes et déterminent pour l'Union européenne une attitude radicalement différente. Je vais donc vous parler de ce qu'on appelle la politique européenne étrangère et de sécurité commune. Alors, c'est un peu compliqué. Et vous allez voir que c'est encore bien plus compliqué que ça en a l'air. Je vais d'abord vous rappeler, pour ceux qui étaient présents à la conférence sur le pacte vert, je vous avais présenté les 7 priorités de l'Union européenne pour la mandature actuelle 2024-2029. Et je vous avais expliqué que le pacte vert, qui avait été la première priorité de la mandature précédente, 2019-2024, avait été un petit peu relégué au deuxième rang par, d'une part, la compétitivité, dont je vous ai parlé l'année dernière, et la défense et la sécurité européenne, qui sont devenus donc les 2 priorités, le pacte vert n'étant pas tombé dans l'oubli, mais ayant, on va dire, du plomb dans l'aile, notamment parce que, et pas plus tard qu'il y a quelques jours pendant la session du plénière du Parlement européen, ce pacte vert, il est mis à mal sous prétexte de compétitivité. Alors l'exercice n'est pas facile de conjuguer avec des moyens identiques des priorités qui changent. Toujours est-il que je vous avais notamment dit que un certain nombre de textes phares de l'Union européenne étaient mis à mal, et le dernier en date, c'est celui sur la déforestation. Figurez-vous que ce texte, avec une majorité alliance droite-extrême droite, ce texte a été renvoyé pour plus tard, alors que, bien évidemment, les questions comme la déforestation sont des questions urgentes et ne devraient pas attendre. Bon. Alors, ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui, mais je voulais quand même vous dire ça. Alors, on va commencer par un petit peu d'histoire. Vous avez là, très schématiquement, les étapes principales de la construction européenne. Ça commence au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dès 1948, et ces différentes étapes, je les ai marquées en violet pour certaines dates, en rapport avec notre sujet. Notre sujet, c'est la politique étrangère et de sécurité commune, mais les étapes précédentes sont intéressantes. Parce que dès 1950, on est en pleine guerre froide, les États-Unis d'Amérique s'inquiètent d'une éventuelle agression soviétique sur l'Europe occidentale, déjà, et évoquent l'idée d'une armée européenne constituée notamment par l'armée allemande, qui avait encore, évidemment, malgré sa défaite, des moyens et un savoir-faire tout à fait importants. Donc, l'un des responsables de la gouvernance américaine de l'époque souhaitait, et quand les États-Unis d'Amérique souhaitent quelque chose, surtout à cette époque, eh bien, on les écoute attentivement. Donc, les États-Unis d'Amérique voulaient que se constitue une armée européenne avec l'armée allemande.
Alors, les Français, évidemment, ne voyaient pas ça d'un œil très favorable. Cependant, M. Monnet, Jean Monnet, l'un des fondateurs de la communauté européenne, a émis l'idée qu'on pourrait peut-être constituer une armée fédérale au-delà des frontières nationales, un peu sur la même idée que ce qui avait été, ce qui allait se faire sur la communauté, la CK, Communauté européenne du charbon et de l'acier. L'idée, c'est de mutualiser des moyens pour éviter les affrontements nationaux. Cette idée a été portée devant l'Assemblée nationale française, qui, dans un premier temps, a approuvé l'idée. Ce qui a conduit d'ailleurs à la signature d'un accord entre les 6 pays qui allaient constituer la première communauté européenne avec le traité de Rome. Ces 6 pays acceptant l'idée donc d'une armée européenne au sens strict, c'est-à-dire constituée en l'occurrence de 40 divisions avec un armement commun, etc. etc. Bon. Entre-temps, autour de 1952, la guerre fait rage en Indochine, elle fait rage en Corée, et encore une fois, on s'inquiète de l'agressivité éventuelle de l'Union soviétique sur l'Europe occidentale. Donc, cette idée a prospéré et allait se concrétiser. Et puis, courant dans la période 51-54, il se passe d'autres choses. En 1953, décès de Staline. Du coup, la tension retombe. En 1954, armistice en Corée. En 1954 encore, défaite de Dien Bien Phu en Indochine. Alors d'une part, la tension internationale retombe et d'autre part, l'armée française ne voit pas d'un très bon œil un rapprochement avec d'autres armées étrangères. Donc, le projet tombe à l'eau. Donc ce qui était appelé Communauté européenne de défense, c'était la mise en place d'une armée européenne. Ça ne s'est pas fait. Il a fallu attendre jusqu'en 1987 avec ce qu'on appelle l'acte unique européen pour inventer un truc qui s'appelle la coopération politique européenne. Et puis, en 1976, on avait inventé un autre machin qui s'appelait le Trévis, ou la Trévis, ça dépend des sources. Alors qu'est-ce que ça voulait dire? On a un peu oublié. Alors il y a ceux qui prétendent que ça a un rapport avec la fontaine de Trévis à Rome, parce que c'est à Rome qu'avait eu lieu la première réunion de ce truc. Et puis il y a ceux qui, comme l'Assemblée nationale, qui dans un rapport, l'Assemblée nationale française, qui dans un rapport expliquait que ça voulait dire terrorisme, radicalisme, extrémisme et violence internationale. Bon, peu importe. En tout cas, ce truc qui n'avait aucune existence officielle se réunissait régulièrement pour parler de la situation internationale, de la nécessité d'allier des moyens de police et de justice. Et c'est d'ailleurs ce qui a conduit plus tard à créer notamment l'Europol. J'y reviendrai. Cette coopération politique européenne, c'était une organisation intergouvernementale et non pas fédérale. L'idée étant de rassembler des moyens à la marge, d'étudier ce que pouvaient faire les différentes structures nationales, mais en tout cas, il n'y avait plus du tout l'idée qu'on avait eue au départ d'une communauté européenne de défense. Dans cet acte unique européen, on a aussi, par ailleurs, une évolution importante de la structure de la communauté européenne
qui va devenir, avec le traité de Maastricht, l'Union européenne. Dans un premier temps, donc, ce traité de Maastricht, il invente 3 piliers sur lesquels repose l'Union européenne. Ce qui avait été appelé la communauté économique européenne devient la communauté européenne tout court, indication d'une évolution qui va bien plus loin que la seule préoccupation économique. On intègre également la communauté du charbon et de l'acier, qui d'ailleurs sera dissoute en 2002. Deuxième pilier, le ou la Trévis se transforme d'une part en Europol, et puis ça veut dire communauté de police et de justice en matière pénale. Donc c'est la coopération européenne dans ce domaine-là, et c'est à ce titre qu'on a créé Eurojust, le parquet européen, le Frontex. Alors Frontex, ça vous dit quelque chose, hein, c'est l'agence chargée de la surveillance des frontières extérieures de l'Union européenne. Et puis l'OLAF, c'est un machin qui sert à lutter contre la fraude. Et puis notre sujet, troisième pilier, c'est la politique étrangère et de sécurité commune. Donc voilà comment on est passé d'une idée très avancée, qui était la communauté européenne de défense, à quelque chose de beaucoup moins communautaire. Je signale que quand on devient l'Union européenne avec le traité de Lisbonne, on rassemble tout ça dans un pot commun, mais on garde quand même les structures. Il n'y en a qu'une qui reste un peu détachée, c'est l'Euratom, l'agence chargée des questions atomiques. Donc l'Euratom dépend bien du traité de l'Union européenne, mais conserve une certaine autonomie. Voilà comment s'est constituée cette idée qui était très 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 avancée au départ et qui aujourd'hui est quelque chose qui n'a pas favorisé une défense européenne au sens large du terme. Alors qu'est-ce que ça donne? Voilà ce que ça donne. Donc cette politique étrangère et de sécurité commune, que voici, donc on reprend le violet pour y voir clair, en fait elle concerne tous ces domaines. Les affaires étrangères, la défense, le commerce international, la politique de voisinage, l'aide au développement, l'aide humanitaire. Voilà tout ce que contient la politique étrangère et de sécurité commune. Alors sur le commerce international, je ne vous en parle pas aujourd'hui parce que je vous ferai une conférence l'année prochaine sur cette question, notamment à travers les accords de libre-échange. Je ne vous parlerai pas non plus de la politique de voisinage, la PEV, ce n'est pas une maladie, hein. C'est un sigle. Ça veut dire politique européenne de voisinage, dont je vous parlerai également l'année prochaine. Alors, sur l'aide au développement, juste un mot. Il faut savoir que d'une part, l'Union européenne est le premier donateur mondial dans l'aide au développement. Désormais encore plus loin qu'elle n'était, cette Union européenne, puisque les États-Unis d'Amérique, ou plus précisément l'administration Trump, se dégagent de plus en plus, de façon dramatique d'ailleurs, de l'aide au développement. L'Union européenne a engagé sur 2023 près de 96 milliards d'euros. Idem pour l'aide humanitaire. Alors ça, c'est l'organisme, c'est le sigle anglais. Bon, c'est ce qui porte l'aide humanitaire. 1,7 milliard d'euros en 2023. Là aussi, l'Union européenne est l'un des premiers intervenants sur la scène mondiale. Sur le reste, dont nous allons parler plus précisément, affaires étrangères, défense. Alors, je voudrais d'abord expliquer que
cette politique étrangère et de sécurité commune au sens large, elle a fait l'objet, en 2016, de la SGUE. Vous allez voir avec les sigles, hein, c'est pas fini. Donc ça veut dire Stratégie générale de l'Union européenne. Donc en 2016, on définit en quoi doit consister l'évolution de ces questions-là. Et puis on pond, si j'ose dire, en 2022, un truc qui conduit à ce qu'on appelle la boussole stratégique. La boussole stratégique, c'est le contenu très détaillé des actions que l'Union européenne doit mener, et notamment dans la mandature actuelle 2024-2029. À la tête de tout ça, il y a ce qu'on appelle, alors là aussi, les sigles sont particulièrement poétiques. HR, c'est haut représentant. VP, c'est vice-président. Alors en l'occurrence, haute représentante et vice-présidente, Madame Kaja Kallas, qui dirige tout ça. C'est en quelque sorte la ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Le titre complet, c'est ça. Haute représentante des affaires étrangères et de la politique de sécurité. Alors, vous me permettrez désormais de dire HR et vous comprendrez que c'est haut représentant, ou haute représentante plus exactement. Donc cette stratégie-là, elle a un budget. Donc dans la rubrique de ce qu'on appelle le budget européen pluriannuel, parce que le budget européen, il n'est pas annuel, il est pluriannuel. Et ça va de 2021 à 2027, et on a alloué 113,7 milliards d'euros pour ce sujet. Cette direction de l'ensemble de la politique étrangère et de sécurité commune, comment s'inscrit-elle dans la gouvernance de l'Union et comment ça se passe au plan concret? Alors, un truc que vous avez déjà vu, qui est relativement simple. Je vous rappelle, le Conseil européen, c'est l'institution fêtière, c'est la réunion des chefs d'État et ou de gouvernement qui fixe la stratégie générale de l'Union européenne, qui fixe les orientations. Le gouvernement, c'est la Commission européenne qui met en œuvre ce qui a été décidé par le Conseil européen. À la tête de la Commission européenne, Madame von der Leyen. Bravo. Vous avez le Conseil de l'Union européenne. Il ne faut pas confondre avec le Conseil européen. Le Conseil de l'Union européenne, c'est la représentation des États membres. Les États membres qui se réunissent, on va voir comment, ou revoir comment. Et puis le Parlement européen, qui représente les citoyens, lesquels élisent pour 5 ans les représentants des citoyens que sont les députés européens. Et puis ça, ces 3 institutions, ça fabrique la loi européenne. D'où ce truc, processus décisionnel européen. D'accord ? Alors, Madame Kallas, elle siège au Conseil de l'Union européenne. Ce Conseil de l'Union européenne, il fait l'objet d'une présidence tournante. On a entendu parler de ça. Actuellement, c'est le Danemark qui assume la présidence jusqu'à la fin du mois. Ensuite, ce sera Chypre, Chypre, puis l'Irlande, etc. Mais, quand on réunit ce Conseil, on le réunit en fait par représentants des États membres en fonction de ce qui est à l'ordre du jour. Si à l'ordre du jour, on a des questions d'emploi, eh bien, ce sont les ministres de l'emploi ou les ministres du travail des États membres qui se réunissent.
etc., etc., pour l'ensemble des sujets, sauf la politique étrangère et de sécurité commune, qui, elle, n'est pas présidée par un pays qui a la présidence tournante de 6 mois, mais par Madame Kallas. D'accord ? Donc c'est une exception à la règle du Conseil de l'Union européenne, à telle enseigne que le Parlement en est écarté de cette question de politique étrangère et de sécurité commune. C'est un peu paradoxal, mais on va voir que ça s'atténue quand même. Donc sur tout le reste, on a, comme on l'a vu sur le triangle, une coopération et une démarche conjointe du Conseil de l'Union européenne et du Parlement européen, tandis que sur les questions de politique étrangère et de sécurité commune, seul le Conseil de l'Union européenne est compétent, en lien évidemment avec le Conseil européen qui, lui, a fixé les orientations. D'accord ? Ça va ? Alors ici, ça c'est pour l'anecdote, ça c'est le logo que les Danois utilisent actuellement pour leur présidence tournante. Puis je vous ai mis, pour la petite histoire, le logo qui avait été utilisé par la France lors de sa présidence tournante du premier semestre 2022. Alors, on revient ici pour regarder maintenant dans le détail affaires étrangères et défense. Sur les affaires étrangères, grosso modo, c'est la diplomatie de l'Union européenne. À la tête de cette diplomatie, il y a un machin qui s'appelle le service des Européens des affaires étrangères. Et il a un réseau mondial. Il y a dans le monde entier 145 délégations de l'Union européenne, à ne pas confondre avec les ambassades de chaque État membre. Alors, ils ne se marchent pas sur les pieds parce qu'ils n'ont pas tout à fait le même rôle, sachant que lorsque l'Union européenne s'exprime dans un pays et dans le monde en général, c'est par l'intermédiaire des délégations qui sont composées, pas de fonctionnaires, mais disons d'ambassadeurs accrédités par l'Union européenne. Sur la défense, qui est le gros du sujet, eh bien ça fonctionne avec un truc qui s'appelle le PSDC. Alors à ne pas confondre avec le PESC. Ça veut dire politique de sécurité et de défense commune. C'est presque la même chose, mais c'est spécifique aux questions de défense. Et dans ces questions de défense, il y a des missions et des opérations, et puis il y a une actualité brûlante qui tourne autour de la question du réarmement de l'Europe, avec, excusez du peu, un chiffre dont on va voir comment ça va se gérer, de 800 milliards d'euros. Et puis tout ça, c'est en coopération avec l'OTAN. L'OTAN, ça vous dit quelque chose? Alors il y a ce qu'on appelle une task force de l'OTAN. Alors pas de confusion. Task force, grosso modo, c'est groupe de travail et non pas force d'intervention comme on pourrait l'imaginer. Ah ben j'ai un rappel, là. Je n'ai pas besoin de me tordre le cou, sauf que comment je vais faire? Oui. Bon. Alors, avant de continuer, oui, c'est ça, je vous ai tout dit de ce qu'il y avait là-dessus. Avant de continuer, je voudrais, comme je suis un peu taquin, je voudrais vous faire observer qu'il y a une espèce de constellation, merci, de sigles. Alors, si j'étais méchant, je vous développerais tout ça, mais je ne vais pas le faire. D'abord parce que je n'ai pas le temps, et puis parce que vous en auriez très vite marre. Je veux simplement illustrer le fait que ces sigles, ce n'est pas une fantaisie ou un caprice de l'Union européenne.
C'est tout simplement qu'il faut créer un instrument spécifique ou une agence dédiée à tel sujet dès lors qu'il y a des dépenses à prévoir. Et comme nous sommes dans une structure de droit, et non pas dans une dictature, tout doit être passé par le tamis du droit. Et par conséquent, chaque fois qu'on a une dépense ou une démarche, il faut la valider. Alors, en l'occurrence, on n'a pas toujours besoin du Parlement européen. On a vu qu'il n'était pas compétent a priori sur les questions de politique étrangère. Mais il faut bien que ce soit conforme, d'une part, au traité de l'Union européenne et d'autre part, aux règles comptables. Bon, d'où la multiplication de ces sigles. Je vais vous dire 2-3 mots sur quelques-uns d'entre eux. À commencer par ça. Ça, c'est le comité militaire. Alors, des fois, le sigle, il est en anglais, et puis des fois, il est en français. Bon. En l'occurrence, il est en français. Comité militaire de l'Union européenne. Ça, c'est la structure supérieure de toutes les questions militaires de l'Union européenne. Et puis à côté, vous avez l'EMUE, l'EMU. Ça veut dire état-major de l'Union européenne. Alors, un état-major qui n'a pas d'armée, ça sert à quoi? Alors, c'est pas si simple. Je vous ai expliqué qu'on n'avait pas d'armée européenne, mais on a des armées nationales qui peuvent éventuellement se coordonner en cas de besoin, qui peuvent échanger des pratiques, qui peuvent tenir une ligne de conduite qui conduirait vers la constitution d'une armée européenne. Toujours est-il que cet état-major de l'Union européenne, il est prêt à fonctionner, y compris avec une armée qui serait carrément fédérale. Il y a... Alors, j'adore ce sigle, c'est le plus poétique. En fait, grosso modo, ça veut dire quartier général des questions civiles. Parce que dans les affaires étrangères, il n'y a pas que des questions militaires, il y a aussi des questions civiles. On va y venir. Ça aussi, c'est important. Ça, c'est le centre satellitaire de l'Union européenne. Figurez-vous qu'en Espagne, alors je ne sais plus exactement où, en haut d'une montagne sans doute, on a un centre satellitaire très puissant qui permet de gérer avec les satellites, bien sûr, le renseignement et l'ensemble des données qui peuvent être communiquées à l'état-major sur, par exemple, le déplacement de troupes russes vers une destination qui pourrait être différente de celle qu'elle a actuellement. Ce centre satellitaire, il n'a évidemment pas le niveau de performance du renseignement américain, mais on a des investissements prévisibles qui pourraient le rendre tout à fait opérationnel de manière très rapide. Ça, c'est un institut qui fait des études très complètes sur toutes les questions militaires. Et ça, c'est carrément un collège qui forme des officiers, des cadres, des différentes armées des États membres de l'Union européenne. Et puis ça c'est important. Vous voyez, il y a un casque, puis il y a un rameau d'olivier, symbole de la paix, entre autres. Ça, FEP, ça veut dire Facilité européenne pour la paix. On va voir comment on s'en sert. Et puis l'AED, Agence européenne de la défense. Ça, c'est une structure de réflexion sur toutes les données qui doivent être prises en compte pour les questions de défense en général.
Et puis alors, vous avez tout autour un tas d'organismes. Par exemple, ça, c'est le texte qui vient d'être soumis et qui a été approuvé à une forte majorité par le Parlement européen. Alors, je vous ai dit qu'il n'était pas compétent, mais il est consulté, puisque dans le traité sur l'Union européenne, Madame Kallas, OHR, a l'obligation de consulter le Parlement européen sur les questions d'évolution de la politique étrangère et de sécurité commune. Voilà, je ne vous en dis pas plus et je reviens à notre histoire, d'abord de mission et opération. Alors, d'abord, c'est quoi la différence entre mission et opération? En gros, la mission, c'est quelque chose de pacifique, assistance, conseil, ça a un caractère civil, et si ça prend un caractère militaire, ce n'est pas une intervention armée, c'est une assistance et du conseil. Tandis que l'opération, ça c'est une intervention militaire. Là, vous avez la carte des missions et des opérations actuellement en cours de l'Union européenne. Depuis 20 ans, en gros, l'Union européenne a mené une quarantaine d'opérations. Pardon, de missions et d'opérations. Actuellement, donc ça date de septembre, donc c'est à jour, hein, il ne s'est pas passé grand-chose depuis à ce niveau-là. Nous avons 21 missions et opérations dans le monde. Alors vous avez, pour les missions civiles, vous avez, alors en Europe, vous avez le Kosovo. Alors c'est la mission la plus ancienne. Non, je me trompe. Non, c'est ça. Non, pardon, je me trompe. En Europe, si, Kosovo, Moldavie, Géorgie, Arménie, Irak, Libye, Mali. Alors, ces missions-là, encore une fois, ce sont des structures européennes qui viennent porter assistance sur des sujets civils. Notamment en ce qui concerne la Moldavie, c'est l'aide à un pays qui est en forte difficulté parce qu'il est sous une pression russe particulièrement difficile à assumer. Bon, l'Irak, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, de même que la Libye, hein, on est allé foutre le bazar, et maintenant on essaye de réparer un peu les dégâts. Quant au Mali, il y a eu une opération militaire conduite essentiellement par la France d'ailleurs, mais qui avait la casquette de l'Union européenne. Et vous savez qu'on a dû évacuer le terrain puisque les Maliens ont dit, grosso modo, la France dehors. Les Maliens n'ont pas dit l'Union européenne dehors parce qu'ils n'avaient pas trop compris que c'était en fait l'Union et une mission de l'Union européenne. Sur les missions civiles et militaires, alors encore une fois, ce n'est pas une intervention armée, c'est de l'assistance et du conseil. Donc là, on est sur l'Ukraine, bien évidemment, on est en République centrafricaine et on est en Somalie. Il doit y avoir autre chose quelque part, mais peu importe. Et puis vous avez les missions et opérations militaires, où là on a carrément des soldats qui interviennent directement sur le terrain avec la casquette de l'Union européenne. Ça concerne le Mozambique. Alors c'est peu connu, mais figurez-vous que plusieurs milliers de soldats avec, encore une fois, la marque Union européenne aident l'armée mozambicaine à se sortir notamment des exactions des djihadistes du coin. Et puis, vous avez la Bosnie-Herzégovine. Ça, c'est la plus vieille mission, elle a 20 ans, un peu plus même, puisque en 2004,
après le conflit de l'ex-Yougoslavie, l'Union européenne a envoyé des troupes pour éviter que ça recommence, puisque c'est en Bosnie-Herzégovine que ont lieu les tensions les plus fortes entre des populations qui sont pas tout à fait capables de vivre ensemble, avec notamment la République bosniaque serbe, qui est elle aussi sous une influence russe tout à fait fâcheuse. Donc on est là depuis 20 ans. Alors l'efficacité est relative, mais en tout cas l'Union européenne tente de faire quelque chose. Et puis on a les opérations militaires navales. Alors on est présent en Méditerranée, alors essentiellement pour lutter contre le trafic d'armes en provenance notamment de Libye. Donc ça n'a pas de rapport, cette mission, avec la problématique migratoire. Là-dessus, on est uniquement sur des questions d'armement. On a une mission dans la mer Rouge. Alors cette mission, c'est pour empêcher autant que faire se peut les terroristes du coin de faire des dégâts dans le lien qui existe avec le canal de Suez. Et puis, une mission ici, dans l'océan Indien, qui a également pour travail de surveiller le golfe d'Aden. D'accord? Et puis, alors, pourquoi ça ne s'appelle pas mission mystère? Il doit y avoir quelque part une question juridico-financière. On a une présence ici dans le Sahel, Mauritanie, cellule régionale de conseil et de coordination de l'Union européenne pour le Sahel. C'est le titre officiel. De même qu'on a une initiative de sécurité et de défense de l'Union européenne pour le golfe de Guinée. D'accord? Alors tout ça c'est fait en termes de communication et de diplomatie par le service européen pour l'action extérieure, mais la direction des missions et des opérations, elle est faite par le PSDC. Vous vous souvenez? Bon. Alors, on a vu que, outre les missions, il y a toute la question du réarmement de l'Europe. Alors, on y va avec des moyens extraordinaires, puisqu'il est question d'aller jusqu'à 800 milliards d'euros d'investissement. Alors, comment ça se passe? Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose que ce qui avait été fait pour compenser les dommages qui avaient été causés aux États membres par la pandémie, où là, on avait fait un prêt global de l'Union européenne à hauteur de 750 milliards d'euros. Là, on ne fait pas tout à fait la même chose, pour des raisons financières que je ne développe pas. L'Union européenne met dans le pot, si je puis dire, 150 milliards d'euros qu'elle va chercher sur les marchés de capitaux et qu'elle va ensuite transformer en prêts ou éventuellement en subventions, mais essentiellement en prêts, aux États membres. Pour quoi faire? Eh bien, pour accélérer l'équipement militaire, pour aller vers une autonomie de l'Union européenne en matière d'armement, puisque pour avoir les sous qui sont dans ce dispositif, il faut répondre à plusieurs conditions. Et parmi les conditions, il y a cesser d'acheter des armes en dehors de l'Europe. Il est évident que dans une période où le désengagement américain est de plus en plus évident, continuer à acheter des armes à quelqu'un qui est en train de devenir éventuellement un ennemi, c'est complètement paradoxal. Donc l'idée, c'est, de fabriquer nous-mêmes l'armement. Alors les moyens industriels ne sont pas à portée immédiate, mais on peut imaginer qu'un certain nombre de secteurs, éventuellement en difficulté, comme le secteur automobile,
pourrait se tourner vers l'armement et, au lieu de fabriquer des bagnoles, eh bien, de fabriquer des blindés. La deuxième condition, c'est de répondre à des critères qui sont définis dans le plan Réarme Europe. Et vous les avez ici. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que cet argent serve à n'importe quoi. Il doit être ciblé sur des choses précises. Alors, je ne suis pas un spécialiste des questions militaires, mais vous avez ici la quasi-totalité de ce qui doit répondre aux impératifs actuels d'un conflit armé. Donc, l'idée, c'est de mobiliser des financements publics, d'avoir ce nouvel instrument. Alors, SAFE, encore un sigle, ça c'est en anglais, ça veut dire Security. Alors, attendez, que je m'y retrouve. Security. Alors, le A, je ne sais plus. For Europe. D'accord ? Bon, on se fiche de savoir ce que ça veut dire exactement. Chose est-il que c'est cet instrument financier dédié à cette question de réarmement qui est en jeu. Et puis, l'idée, c'est aussi de mobiliser BEI, Banque européenne d'investissement, à ne pas confondre avec la Banque européenne. La Banque européenne, elle gère l'euro, elle veille à garantir le pouvoir d'achat et la monnaie euro dans le monde, alors, et elle ne prête pas d'argent, ce n'est pas son rôle, tandis que la Banque européenne d'investissement, c'est son rôle. Donc on va mobiliser la Banque européenne avec des capitaux privés pour investir dans le domaine du réarmement. Et puis au passage, on souhaite accélérer le projet d'union de l'épargne et des investissements. Je vous avais expliqué dans une précédente conférence que parmi les critiques qui étaient faites par M. Draghi dans son rapport sur la compétitivité de l'Union européenne, il soulignait qu'il n'y avait pas de marché global dans l'Union européenne pour les questions d'épargne et d'investissement, et que c'était dommageable. Donc, au passage, on souhaite aller vers quelque chose de mutualisé au niveau de l'Union européenne. Pour faire tout ça, on n'est pas tout seul. Vous avez sur cette carte les membres de l'Union européenne qui appartiennent à l'OTAN qui sont en bleu foncé. Il y en a 23. Vous avez les membres de l'OTAN qui sont en dehors de l'Union européenne. Il y a le Royaume-Uni, la Norvège, la Turquie. Alors, j'entre pas dans le débat, est-ce que la Turquie est en Europe? Vous avez la Bosnie-Herzégovine, et puis, non, je dis des sottises, les États qui sont là, donc l'Albanie, le Monténégro, ça doit être la Slovénie. Vous avez les non-membres de l'OTAN, de l'Union européenne, l'Autriche et l'Irlande, et puis vous avez des candidats à l'OTAN, dont l'Ukraine. Alors, M. Poutine, il n'en veut pas de l'Ukraine dans l'OTAN. On va y revenir. Donc voilà ce qui, évidemment, fait un lien très fort entre la politique de défense dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne et l'OTAN. On ne peut évidemment pas envisager de ne pas le faire de façon coordonnée, d'où la task force UE-OTAN. D'accord ? Ah oui, puis au passage, alors, les membres de l'OTAN, il y en a 32, dont 2 Américains, Canada et États-Unis. On va voir que les États-Unis, ça pèse très lourd, très très lourd. Donc vous avez ici les dépenses militaires de l'OTAN, d'une part,
ici, vous avez tous les États européens qui appartiennent à l'OTAN, sauf l'Islande. Alors l'Islande, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas dans l'OTAN, c'est parce qu'elle n'a pas d'armée. Il faut dire que personne ne s'intéresse à l'Islande, sauf les touristes. Il n'y a aucun caractère stratégique de l'Irlande, en tout cas pour le moment. Et d'ailleurs, Monsieur Poutine, je confonds parfois Poutine et Trump, mais je me demande si... bon. Jusqu'ici, M. Trump n'a pas eu de velléité de conquérir l'Islande. D'ailleurs, je crois qu'il ne sait pas que ça existe. Donc là, vous avez les 31 autres États de l'OTAN dont vous voyez que les dépenses militaires des États-Unis, c'est 2 fois la totalité des autres pays européens de l'OTAN. Vous voyez que, à elle toute seule, l'Amérique du Nord, enfin pardon, les États-Unis d'Amérique ont dépensé en 2024, alors ce sont des prévisions, enfin c'est fait par des militaires et en général ce n'est pas des plaisantins, les chiffres sont fiables. Donc on a près de 970 milliards de dollars qui ont été consacrés aux dépenses militaires par les États-Unis d'Amérique. Si on additionne tous les pays de l'UE, on arrive quand même à 360 milliards, c'est pas rien. Pour ceux qui n'appartiennent pas à l'Union européenne, on en a un peu plus de 110, et quand on additionne les deux, on est presque à 500. Et la totalité, ça fait à peu près 1500 milliards de dollars. À côté de ça, vous avez les pays qui ne sont pas dans l'OTAN. Alors j'ai mis ici les principales puissances militaires de la planète, hors Europe, à commencer par la Chine, 314 milliards, la Russie, 149, l'Inde, 84, l'Arabie saoudite, 75, la Corée du Sud, c'est pas très connu, et Israël, 47. Le tout, ça fait un peu plus de 700 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'on voit bien ici que l'OTAN a une puissance nettement supérieure au reste du monde. Nettement supérieure. Le total monde, alors ça c'est un rapport de l'ONU qui vient d'être publié, c'est 2718 milliards de dollars. Et l'ONU souligne par la voix de son secrétaire général que tout cet argent, c'est de l'argent qui n'ira pas au développement durable, qui n'ira pas à la préservation de la planète, etc., etc. Mais les temps sont ainsi. Et puis vous avez là la carte des effectifs militaires des Européens. Alors, si on additionne la totalité des armées des États membres de l'Union européenne, on arrive à 1 500 000 soldats, soit d'actifs, soit en réserve. Par exemple, la Pologne est aujourd'hui le premier pays de l'Union européenne en termes d'effectifs militaires, puisque l'armée polonaise dépasse 200 000. Tout de suite derrière, on a la France, 200 000. En troisième position, l'Allemagne, 180 000. Et encore une fois, la totalité, ça pèse 1 500 000 soldats. Sachant qu'ici, de ce côté-là, alors évidemment, les populations ne sont pas tout à fait comparables. La Chine, c'est 1 500 000. La Russie, on n'a pas de chiffres. D'ailleurs, on n'a jamais de chiffres plus ou moins fiables de la Russie. Mais enfin, le contingent russe, il est important. Sur l'Inde, on est à presque la même chose qu'en Europe, avec 1 500 000 soldats, etc., etc.
On peut dire que, contrairement à une idée qui a tendance à se répandre actuellement, les moyens européens ne sont pas du tout dérisoires. Tant en ce qui concerne les dépenses qui ont globalement dans le monde, les dépenses militaires, augmenté de plus de 9% en 2024 par rapport à 2023. Avec des comportements par pays très différents. Sachez par exemple que la Russie, ce chiffre on l'a, entre 2023 et 2024 a augmenté son budget de 38%. 38%. Cette alimentation de guerre de la Russie, on va voir comment elle peut se faire et comment elle peut s'arrêter éventuellement. Ça va ? Alors venons-en à un bidule récent. Encore une organisation européenne qui vient de naître, c'est la coalition des volontaires. Vous avez entendu parler de ça ? Bon. Oui, je crois que même la télé française en parle. Alors, comment ça marche ? L'idée, c'est 2 jours après, vous vous souvenez de l'humiliante réunion qui avait eu lieu en février de l'année dernière entre M. Zelensky et M. Trump, flanqué du vice-président Vance. On lui avait fait la leçon. Hein, on lui avait dit que finalement, il avait qu'à s'écraser et puis donner les clés de la maison ukrainienne à M. Poutine et puis on passerait à autre chose. Je caricature à peine. Bon. Donc 2 jours après, M. Petr Pavel, alors qui c'est M. Petr Pavel? C'est le président de la République tchèque. Il avait trouvé ça insupportable et il a dit on ne va pas laisser ça comme ça, il faut qu'on réagisse. Alors comme on a un poids très prépondérant des États-Unis d'Amérique dans l'OTAN, on l'a vu, eh ben, il faut faire autrement. Réunissons-nous entre Européens, voire au-delà, mais en tout cas pas avec des gens qui sont soit du côté de Poutine, soit du côté de Trump, d'autant que ça se ressemble de plus en plus. Donc on a organisé un sommet le 2 mars 2025 à Londres, et puis on s'est réunis officiellement le 10 avril sous la présidence conjointe France et Royaume-Uni. Alors pourquoi France et Royaume-Uni, alors que le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union européenne? Tout simplement parce que ce sont les 2 premières puissances militaires d'Europe. Et qu'à cette occasion, on renoue avec le Royaume-Uni pour des questions de défense militaire qui doivent dépasser les divergences qui existent par ailleurs. Et on a fait 2 choses. D'une part, les pays qui étaient présents le 10 avril, ils sont là, il y en avait 15, avec comme représentant par ailleurs M. Rutte, directeur général de l'OTAN, un envoyé, alors pas Erdogan, mais un envoyé de la Turquie, et puis Mme von der Leyen qui représentait l'Union européenne. Donc ces 15 pays, ils ont pris des engagements pour mettre à disposition un certain nombre de soldats qui seraient présents sur le terrain ukrainien après un cessez-le-feu éventuel. C'est ça l'idée. Alors, il y en a qui n'avaient pas donné de chiffres parce qu'ils ne savaient pas encore, mais voilà quand même des chiffres qui ne sont pas dérisoires. Vous voyez que la France, elle est prête à... Elle est où? Je la vois. Ah, là, voilà. 5450, c'est pas rien. Bon. Et puis, surtout, cette coalition des volontaires, elle s'est donné un plan en 4 points que j'ai mis presque in extenso, traduction de l'anglais, dont je ne garantis pas le caractère totalement exact, mais l'idée, elle est bien là. 1.
maintenir l'aide militaire à l'Ukraine et augmenter la pression économique sur la Russie. Alors la pression économique, c'est notamment les sanctions. C'est notamment se désengager complètement des énergies fossiles russes. Alors pour ce qui concerne le gaz, ça y est, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne viennent de trouver un accord sans M. Orban. On a trouvé une astuce juridique pour l'écarter du sujet. Et donc, on se désengagera totalement du gaz russe fin 2027. Et puis, on va essayer de faire la même chose pour le pétrole, de telle sorte que la difficulté, c'est de trouver d'autres fournisseurs. Alors, M. Poutine se plaît à dire « Oui, mais vous allez payer ça beaucoup plus cher, vous êtes foutus, etc. » Quand M. Poutine s'exprime, c'est qu'il a une inquiétude. Il ne parle généralement pas pour ne rien dire. 2. Tout accord de paix doit garantir la souveraineté et la sécurité de l'Ukraine, qui doit être présente à toute négociation. C'est-à-dire que c'est la démarche inverse de celle de M. Trump. 3. Renforcer les capacités militaires défensives de l'Ukraine après tout accord de paix afin de dissuader d'éventuelles futures invasions. Et 4. Développer une coalition des volontaires prêts à défendre les termes de tout accord de paix et à garantir la sécurité de l'Ukraine pour la suite. C'est fort, c'est très clair. Alors, ces 15 pays qui étaient présents le 10 avril, entre-temps, ils sont devenus 35. Alors, on n'a pas la liste officielle, on ne sait pas exactement, mais en tout cas, ce sont des pays qui rejoignent cette philosophie. Et c'est rassurant de penser que sur ce sujet-là, en tout cas, l'Europe n'est pas seule. Alors, parmi les nombreuses questions qui agitent l'Union européenne en termes de défense et de sécurité commune, il y a la question ukrainienne. Parce que tous les spécialistes de géopolitique et tous les spécialistes et experts des questions militaires s'accordent à dire que l'Ukraine est un point de bascule totalement important pour l'avenir de l'Europe. Alors, quand on imagine le plan Trump du 19 novembre en 28 points, quand on le regarde de près, alors je ne vais pas vous le lire, mais enfin vous avez dû en entendre parler. Quand on y voit par exemple que l'Ukraine renonce tout simplement aux territoires qui sont partiellement occupés actuellement par les troupes russes, c'est la prime à l'agresseur. Et en termes de droit international, c'est insupportable. Quand on y voit aussi que, eh bien, on lave la Russie de toute sanction et qu'on la rétablit au G7 qui redeviendrait le G8. C'est insupportable. Quand on dit aux Ukrainiens, bon, écoutez, vous arrêtez et puis au lendemain du cessez-le-feu, vous ramenez vos forces militaires de 800 000 soldats actuellement à 600 000. Et puis pourquoi pas aussi rendre l'armement à la Russie et puis attendre paisiblement la prochaine invasion. Parce que je vous rappelle quand même que 2022, c'est l'agression la plus forte qui est velléité d'engager la totalité du territoire, d'envahir, pardon, la totalité du territoire ukrainien, mais on avait déjà eu plusieurs années avant l'annexion de la Crimée. On a aujourd'hui en Géorgie la même démarche qui consiste à reconstituer ce qu'était l'Union soviétique. Et cette démarche-là, le seul moyen de l'empêcher, hélas, c'est la dissuasion, éventuellement nucléaire d'ailleurs. Oui,
petite parenthèse, ce qui explique aussi la coprésidence Royaume-Uni-France sur la coalition des volontaires, c'est que la France et le Royaume-Uni sont les deux seules puissances européennes à posséder l'arme atomique. Et puis, à Genève, quelques jours après, sur pression européenne, parce que on dit parfois, j'entends ici ou là, que l'Union européenne ne pèse pas lourd au niveau de la diplomatie mondiale. C'est faux. L'Union européenne a un poids très important. Alors parfois, on se dit, ah, il faudrait peut-être être un peu plus ferme. Mais l'Union européenne, en termes de commerce, et observons que la démarche de l'administration Trump, c'est pas vraiment la paix, c'est le commerce, c'est de faire des affaires. D'ailleurs, le Wall Street Journal a titré il y a quelques jours, le 28 novembre, « Make Money Not War », à la suite d'une enquête qui a été faite de toutes les actions de l'administration américaine, qui en réalité ne conduit pas des actions diplomatiques, mais qui veut faire du fric. Donc, si j'ai envie de faire la paix et d'avoir le prix Nobel de la paix, c'est pas tellement pour la paix elle-même. D'abord, c'est pour la gloire d'avoir un colifichet supplémentaire, et puis surtout, c'est pour obtenir des avantages commerciaux. Alors, à cette réunion de Genève, on a modifié sensiblement le plan Trump. On ne peut pas se fâcher complètement avec les États-Unis d'Amérique, même trumpistes. Vous avez vu pourquoi. Le poids est tel qu'on ne peut pas s'en passer complètement. Alors, on a quand même réussi à modifier très sensiblement ce plan, qui a été ramené d'ailleurs à 19 points, et où on a éliminé tout ce qui était complètement insupportable. Alors après, sur cette contribution européenne, notons au passage que le Parlement européen, alors encore une fois, il n'est pas compétent, mais il est consulté, et il parle, ou il écrit plus exactement. Donc le Parlement européen, le 27 novembre, en session plénière, a adopté une résolution qui reprend les 4 points qu'on a vus tout à l'heure avec la coalition des volontaires, en le développant en termes de droit international et en rappelant qu'on ne peut pas confondre l'agresseur et la victime, qu'il doit y avoir des réparations sérieuses de l'Ukraine, pardon, de la Russie par rapport à l'Ukraine, etc. Et d'ailleurs, vous avez ici ce qui, enfin, les principaux ingrédients de cette affaire. Un, point clé d'une paix juste et durable. Alors, c'est quoi une paix juste et durable en termes de droit international? Eh bien, c'est de faire en sorte que la souveraineté ukrainienne, qui est un État souverain, retrouve ses frontières et qu'en tout cas, si elle ne peut pas retrouver intégralement les frontières d'avant, dont la Crimée, eh bien, que c'est à elle d'en décider et pas à d'autres. Alors, il y a là l'histoire du prêt de réparation de l'Union européenne. Alors, c'est quoi cette histoire? Vous avez dû en entendre parler. On a, dans le monde, à peu près 220 milliards d'euros d'avoirs russes gelés, qui sont répartis un peu partout dans le monde, mais essentiellement en Europe et particulièrement en Belgique. Alors, on a un gros sujet parce que il y a ceux qui disent, eh ben, il n'y a qu'à utiliser ce pognon. Hein? Les Russes, bon, ils ont fait une agression, eh bien, on se sert. Mais sauf que ça ne marche pas comme ça en termes de droit international. Et on ne peut pas utiliser les mêmes méthodes que les agresseurs. On doit respecter le droit. Alors, on essaye de trouver une solution pour, sinon utiliser les avoirs, en tout cas, les garder comme garantie et tourner autour
d'une solution qui pourrait consister à obtenir sur les marchés financiers, de la même manière que pour le plan Réarme Europe, de l'argent pour prêter à l'Ukraine en attendant que soit traitée la question des avoirs russes. Et puis on a quand même le FMI qui est dans l'histoire. Le Fonds monétaire international, il vient de signer avec l'Ukraine un plan de 4 ans en mettant à disposition un peu plus de 8 milliards de dollars, pardon. Enfin bon, la différence n'est pas colossale. Pour que l'Ukraine, notamment, l'utilise pour reconstruire ces sites énergétiques qui sont systématiquement abîmés par les troupes russes, etc. Alors, à la suite donc de toute cette opération, il y a eu une nouvelle réunion dont vous avez évidemment entendu parler en Floride entre l'administration américaine et les représentants ukrainiens. Bon, ça n'a pas donné grand-chose. Hein, Monsieur Rubio, secrétaire d'État américain, il a beau dire ça a été productif, constructif, on ne voit pas très bien comment. Et puis entre-temps, l'envoyé spécial de M. Trump, qui n'a rien d'un diplomate, M. Steve Witkoff, qui est un milliardaire dans l'immobilier, mais bon, M. Trump a dit ça va bien, pour faire les affaires, c'est bon, hein, pas besoin d'un diplomate. Donc c'est lui qui va en Russie expliquer à M. Poutine qu'on a un peu modifié le plan du 28 juin. Et alors évidemment, qu'est-ce qu'il répond, Poutine? Il répond ben non, moi j'en veux pas, ça ne m'intéresse pas. Tout en continuant le massacre de l'Ukraine, etc. Il est évident que M. Poutine ne veut pas la paix. C'est évident. Donc la seule manière de l'arrêter, sans envisager évidemment un conflit armé, c'est les sanctions. Et ces sanctions, contrairement là aussi à ce qui se répand, alors on entend beaucoup dire ça ne sert à rien, l'économie russe tourne à plein, etc., etc. La Chine est derrière. Bon, oui, tiens, parenthèse, M. Macron, notre président, est en Chine. Et il va dire à M. Xi Jinping que c'est pas bien d'être copain avec les Russes. Bon, ça ne sert à rien, mais enfin, bon. Donc, la seule manière d'empêcher la Russie de continuer ses agressions, qui peuvent être dirigées demain sur ce que craignaient en 1950 les Américains, c'est-à-dire l'agression de l'Europe occidentale, ça ne fait pas partie des choses qu'il faut évacuer. Et donc l'Union européenne, aujourd'hui, elle est à un tournant. Et quand on se pose la question « et après ?», eh bien, on ne peut y répondre qu'en conjuguant plusieurs choses. D'abord, en effet, hélas, le réarmement. Alors, c'est jamais bon, le réarmement. Ce qu'on a appelé la course aux armements avant la Première Guerre mondiale, on a vu à quoi ça a conduit. Mais il est impossible de rester dans la situation actuelle sans bénéficier de toute évidence demain du parapluie, de ce qu'on appelait le parapluie américain d'une part, et d'autre part, d'être démunis par rapport à l'armée russe qui a une puissance tout à fait importante. Mais il faut en même temps développer une diplomatie mondiale de telle sorte que l'Union européenne ne soit pas isolée avec son droit, avec ses valeurs, avec son humanisme, et surtout, il ne faut pas faiblir de ce côté-là. Et quand on entend un général français expliquer qu'il faut être prêt à perdre nos enfants, évidemment, ça a choqué. Mais je crois qu'il n'est pas inutile de tenir ce genre de discours. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller se faire tuer. Ça veut dire qu'il faut être debout, conscient qu'on est dans une période difficile, très difficile, et que ça commence par le courage, la ténacité de tous les citoyens. Rappelez-vous, Churchill, hein, qui d'ailleurs, pour parenthèse, avait appelé de ses voeux les États-Unis d'Europe. Entre-temps, ça a dû lui faire un drôle d'effet.
Monsieur Churchill disait « Moi, je vous promets du sang et des larmes ». Bon, ça ne veut pas dire qu'il est méchant. Ça veut dire qu'il faut que les Européens se réveillent, sortent un peu de leur léthargie confortable et se mobilisent pour défendre les valeurs de l'Union européenne, qui sont des valeurs, encore une fois, d'humanisme, qui ne sont pas des dictatures, qui sont pour la liberté, l'émancipation. Et si on se met tous debout, on y arrivera. Merci de votre attention. Voilà, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Pour les questions, voilà, on en revient au latin. Hein, si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est un éternel recommencement. Avez-vous des questions, messieurs, dames? Alors, alors Catherine Guiquin, ex-députée européen que je salue, dit à rien. Alors, elle exagère un peu. Alors, ce n'est pas vraiment notre sujet, mais je vais y répondre quand même. Le Conseil de l'Union européenne, qui donc représente les États membres, a inventé, à l'époque où nous étions beaucoup moins que 27, une idée selon laquelle eh ben, on préside ça chacun à son tour. Alors on l'a formalisé, et c'est devenu la présidence tournante tous les 6 mois, qu'on a un peu amélioré d'ailleurs, parce que c'est en fait le pays qui préside, il n'est pas tout seul. Il y a un trio avec le pays précédent et le pays suivant, avec lequel, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à bâtir l'ordre du jour. Et ça sert à avoir 6 mois pour faire avancer des idées prioritaires du pays qui préside. Voilà. Alors, c'est pas parfait comme système, mais c'est l'héritage. Et quand on a un héritage, même quand il est un peu encombrant, il faut faire avec. Ça répond à votre question? Je voulais rajouter une formule de Raymond Aron qui disait que l'Europe était sortie de la grande histoire, celle qui s'écrit en lettres de sang. Raymond Aron. Oui, vous avez une question? Non, non, c'était pour corroborer votre conclusion. Ok, merci monsieur, voilà. Merci. Et on n'a pas écouté Raymond Aron, comme on n'a pas écouté Boutoul, Gaston Boutoul non plus. On n'écoute pas tout le monde et on écoute les gens souvent bien après qu'il eût fallu les entendre. Rappelez-vous par exemple Camus sur la guerre d'Algérie. En tout cas, là, je suis complètement en face de la caméra. Oui, quand on écoute les informations régulièrement, on entend de plus en plus parler de la guerre hybride, notamment les drones, les cyberattaques, etc., qui sont des guerres qui ne disent pas leur nom. Et en quoi la politique européenne dont vous venez de nous parler peut répondre à ces questions-là? Oui, alors, j'ai pas pris le temps de développer cette question, qui est une question très importante. Ce qu'on appelle la guerre hybride, elle a des composantes multiples, dont la désinformation, dont des attaques physiques de structures européennes. Hein. Je fais allusion à la flotte, ce qu'on appelle la flotte fantôme russe, qui, par exemple, serait, alors on est obligé de parler au conditionnel parce qu'on n'a pas de preuves évidentes, mais enfin, les présomptions sont fortes, qui, par exemple, va endommager les installations sous-marines de câbles, de communication, etc. Et puis, dans le plan Réarme Europe, il est question de ça. Hein. D'ailleurs, il y avait, de mémoire,
un encadré avec ces questions de drones, de contre-drones, etc. Et du reste, on bénéficie à cet égard de l'expérience ukrainienne. L'Ukraine est devenue experte dans le domaine des drones. Et d'ailleurs, saluons au passage l'extraordinaire ténacité de ce peuple ukrainien. Hein, on avait, du côté de M. Poutine, on avait imaginé qu'on envahirait l'Ukraine en 3 jours. 4 ans après, on n'y est toujours pas. Bon. En tout cas, dans ce plan Réarme Europe, il y a des indications et des incitations très précises pour combattre tout ça, avec un développement particulier pour les problèmes de désinformation. Il faut quand même savoir que nombre de médias européens, alors que ce soit des médias officiels, si je puis dire, des grands médias véritablement journalistiques, qui sont plus ou moins influencés par la Russie, et puis il y a là aussi la nébuleuse de ce qu'on appelle les réseaux sociaux, où prolifèrent en permanence des informations fausses, ce qui intoxique les esprits, parce que les gens qui ne prennent pas la peine d'aller chercher l'information là où elle est véritablement fiable. Alors, parenthèse encore, Reporters sans frontières, qui est l'organisation mondiale qui défend les journalistes, pour faire simple, a l'idée d'un label qui viendrait indiquer qu'un média répond à un certain nombre de critères, notamment le travail d'investigation, la vérification des sources, le secret professionnel, etc., etc. Bon. Alors, hélas, si j'ose dire, Monsieur Macron a cru bon de s'emparer de ce truc-là, ce qui a provoqué immédiatement une espèce de débat avec notamment le groupe Bolloré, possesseur de pas mal de médias. Bon, Monsieur Macron n'aurait pas dû intervenir sur ce sujet, c'était pas de sa compétence. Enfin bon, passons. Toujours est-il que les gens qui prennent pas le soin de se renseigner à travers des médias fiables subissent, encore une fois, notamment à travers les réseaux sociaux, des choses qui sont complètement de nature à les manipuler. Et ça peut être très grave chez les jeunes notamment. Il est très facile de diffuser aujourd'hui n'importe quoi. Et avec l'intelligence artificielle, il est possible de faire des trucs qui sont complètement vraisemblables en apparence et qui sont pourtant archi-faux. En tout cas, la Russie déploie des trésors d'ingéniosité pour polluer la sphère médiatique en permanence. On n'a pas des moyens de lutte véritablement qui seraient véritablement efficaces parce qu'encore une fois, nous sommes des États de droit. On ne peut pas comme ça, d'un claquement de doigts, interdire la diffusion de ceci ou de cela, sauf à rapporter des preuves, à saisir la justice. C'est compliqué, c'est long, etc. Voilà. Alors, y a-t-il... Oui. Le dirigeant chinois n'a pas condamné l'intervention russe en Ukraine. Donc, je suppose que si Poutine obtient ce qu'il demande, ça sera un feu vert pour le dirigeant chinois pour s'emparer de Taïwan. Moi, je vois ça comme ça. Mais en dehors de ça, quelles sont ses motivations pour ne pas condamner la Russie ? Alors, ce qu'il faut pas... C'est une question compliquée. Il y a plusieurs éléments. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que la Chine, comme la Russie, comme l'Inde, sont des États qui combattent ce qu'ils appellent la prépondérance occidentale. C'est-à-dire cet ordre qui a été mis en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale avec l'ONU
et le Conseil de sécurité. Alors, on a maintenant la Chine dans le Conseil de sécurité, mais si la Chine s'abstient de prendre des positions qui rejoindraient celles des Occidentaux, ou en tout cas d'une partie d'entre eux, ce serait un affaiblissement de son idéologie. Par ailleurs, la Chine, alors c'est vrai qu'elle peut s'inspirer de ce qui se passe en Ukraine, du fait que les réactions dans le monde sont très diversifiées, elle pourrait en profiter pour envahir Taïwan. Mais ce n'est pas comme ça que la Chine fonctionne. La Chine est un État qui, à la fois, est proche d'une dictature comme celle de Poutine, mais d'un autre côté s'en éloigne parce que la Chine n'est pas pour le désordre mondial. La Chine est probablement dans les mois qui viennent, la première puissance économique mondiale. Elle fabrique 95% des produits manufacturés. Elle a une croissance qui reste encore de l'ordre de 7%, bien qu'elle ait été considérablement ralentie, mais elle a aussi un problème intérieur. Il ne faut pas imaginer la Chine comme une dictature de la même sorte que celle de M. Poutine. En Chine, il y a, non pas une liberté de parole, mais l'opinion publique a un peu plus de consistance qu'en Russie, par exemple. Donc il ne faut pas croire que la Chine est un allié de la Russie. Elle commerce avec la Russie de façon importante, mais je ne suis pas certain que, même si elle n'a pas condamné l'agression ukrainienne, je ne crois pas qu'elle partage cette stratégie-là. Étant rappelé que pour la Chine, Taïwan, c'est la Chine. Alors, vous allez me dire, pour Poutine, l'Ukraine, c'est la Russie. Mais ce n'est pas tout à fait comparable, parce que l'Ukraine est un État souverain reconnu par la communauté internationale. Taïwan, non. Taïwan n'est pas un État officiellement. Bon, bref, je n'ai pas de boule de cristal, mais on ne peut pas mettre dans le même panier la Chine et la Russie. Et c'est d'ailleurs pour ça que M. Macron croit, à tort ou à raison, je ne sais pas, que ses positions pourraient bouger un peu sur la relation avec la Russie. D'autres questions? Je ne vois pas d'autres mains se lever. Eh bien, nous vous remercions, M. Zilberberg, et nous vous retrouverons donc au deuxième et troisième trimestre.